Mesdames et messieurs les conférenciers, les panélistes, mesdames et messieurs, chers étudiants, c'est pour moi un honneur de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue au nom de M. Kofi Kossounou Paul-Marie, le directeur général de l'INSAC. Je voudrais donc en son nom vous exprimer notre joie de nous retrouver ici avec vous ce matin. Nous sommes donc heureux de vous accueillir dans cette institution qui est la vôtre. Oui, vous êtes donc précisément à la salle de théâtre Biti Moro de cet institut. Je vous souhaite la bienvenue. Akwaba à tous. Je vous remercie d'être à ce rendez-vous de haute portée scientifique à l'INSAC pour parler de brachylogie. Et comme le disait ce grand chercheur, je vais parler de Nietzsche, ce qui s'énonce brièvement peut être le fruit et la moisson de beaucoup de pensées longuement méditées. Et fin de citation. Je voudrais donc que vos réflexions et vos échanges sur la brachylogie soient aussi le lieu d'information et de formation pour tout apprenant et chercheur. Je voudrais encore vous réitérer notre joie de vous accueillir ici ce matin, tout en vous souhaitant à nouveau la bienvenue. Je voudrais donc vous souhaiter un excellent colloque à tous. La notion de brachylogie que je redécouvre aussi, grâce à Moussa et donc par le biais de Mansour. Alors je vois que la notion de brachylogie marque un certain retour, un retour à Socrate. Et ce que je constate, c'est que cette notion qui est en train de s'installer par la recherche de manière universelle, par la démarche que suit donc le groupe de recherche, l'équipe de recherche du professeur Mansour, tente une forme de dissémination au sens le plus géographique du terme dans le monde entier, une forme d'universalisation dans des lieux de recherche autour de ce concept. Alors c'est à ce titre que nous aussi à Abidjan, nous sommes conviés par le biais de Moussa Koulibaly de signer aussi notre trace dans ce parcours de recherche. Alors ce qui est remarquable, c'est que la brachylogie, normalement, institue une espèce de trou, de vide, d'invisibilité en son principe, de peu visibilité, je devrais dire, et par cet élargissement universalisant, on note un certain paradoxe puisque l'invisible, le peu visible est en train de marquer sa présence. Il devient visible, il se fait visible. Tout au moins, je dirais que le monde de la recherche se trouve en partie, tout au moins, envahi d'une présence à laquelle il ne s'attendait plus. Socrate en avait certes esquissé, il avait déjà esquissé les contours subtils en dehors des murs de la rhétorique, mais depuis, que devenait la brachylogie? On le saura tout à l'heure, Mansour nous en dira beaucoup plus. Que devenait la brachylogie? Très peu de bruit, à peine entendait-on bruisser cette surprenante discrétion que, justement, dont je devrais dire le langage, parce que la discrétion est finalement le langage le plus parlant pour moi, finalement. Le langage, la langue de la discrétion est celle dont se sert finalement l'herméneutique, la plus inventive, lorsque surtout on tombe dans le domaine de la symbolique et du symbolisme, en fait. Là, dans le symbolisme, on voit que le symbole en lui-même, qui est tout petit, est concurrencé par son excès d'interprétation. Donc, finalement, l'immédiat se détache de son immédiateté pour aller dans une forme d'excès qui ne peut plus se concentrer. En un mot,
on observe une certaine renaissance. Mais nous sommes au XXe siècle. 21e siècle, pardon. La Renaissance, retour à l'Antiquité socratique, Renaissance au XXIe siècle, grâce à Mansour, qui nous fait voyager dans le temps. Mais ce voyage-là est d'autant plus intéressant qu'il se nomadise en fait. On tombe dans le nomadisme puisque nous venons séjourner ici à Abidjan pendant quelques jours, pendant 2 jours au moins, pour redécouvrir le concept. C'est donc un nouveau chemin, de nouveaux chemins de recherche qui se tracent, et donc je dirais dire aussi de nouveaux sites. Alors, je disais que c'était un certain paradoxe, et ce paradoxe que je devine, à travers du trou, le paradoxe du trou qui institue le concept d'être avant tout une ellipse, un silence que sa diffusion même contrarie pourtant à 360 degrés. Dans la mesure où une telle démarche, je le disais, appelle une présence, une présentification, un être là à rebours du principe de l'ellipse dont la brachologie n'est en réalité qu'une variante. Car si on l'observe bien, il s'agit là de combler véritablement son propre manque à être visible, à contredire sa propre élision et finalement se manifester. Un peu comme s'il s'agissait d'une métonymie qui prend 2 parties, dont l'une est toujours absente, et c'est l'absent qui est le plus présent que ce qui est présentifié dans le discours concrètement prononcé. En tout cas, pour moi, ça semble être une orientation, une orientation intéressante, et le sens aussi d'une démarche où le peu visible, je disais, vise à être le plus visible. On dirait une ombre, l'ombre se faisant voir plus que son corps auquel elle se rattache. Voilà du moins une orientation que je m'autorise, surtout quand je relis notre collègue Fatma Abdallah Al-Wibi, qui voyait dans l'ombre une espèce de signe. C'est vrai qu'elle s'est orientée dans un registre purement théologien, mais je me demande si ce n'est pas la voie même que l'on devrait justement emprunter, si l'on accepte d'accepter que ce qui n'est pas dit est proprement dit, l'élargissement par lequel le sens naît, du verbe naître. Du verbe naître, ou plutôt du verbe ne pas être. C'est-à-dire que sans lequel le sens n'est pas. Naître donc, du verbe naître, ne pas être, du verbe être, jeu de mots qui définissent une naissance et une absence, une apparition, une disparition, un fantôme en mode de survivance qui s'appelle farouchement. On pourrait y voir des spectres, des images, un peu comme Platon. Dans tous les cas, c'est l'ombre dans son rapport au corps, quoi qu'il en soit, qu'il faut ainsi voir. Alors, je voudrais citer Fatma Abdallah, qui rappelle dans son registre purement théologien que le christianisme a utilisé le terme grec dans sa théologie, ce terme grec ombre dans sa théologie, et les théologiens ont forgé plusieurs termes dont ils ont défini le sens par rapport au type, l'antitype par lequel ils désignaient la face opposée à l'origine. Il y a 2 sortes de mots, poursuit-elle, en rapport avec la typologie théologique, qui sont le souma et la skia. Le souma est le mode primordial, qui est qui est vérité complète, alors que la skia n'est que l'ombre de cette vérité. En effet, le Christ, dans la tradition chrétienne, en tout cas, est souma, et quand on suit son modèle, il devient askia, c'est-à-dire l'ombre. Dans la plupart des religions, il existe une conception de l'homme en tant qu'ombre de Dieu. Et Wesley William, qu'elle cite, a révélé dans son étude sur la tradition juive ésotérique une image qui rattache l'homme à l'origine divine, puisque l'homme est une image ou une ombre de Dieu. La brachologie a donc quelque chose de divin à définir, en tout cas un être dont la totalité se partage entre le moins qu'il donne à voir et le plus qu'il laisse à suggérer. Pour les littéraires, c'est une aubaine. Elle les engage à désormais prêter attention à ce qui est à côté,
c'est-à-dire à l'ombre, au reflet, à l'écho, au silence, à la discrétion. Thématiques qui peuvent, bien entendu, nous servir pour de nouvelles perspectives. C'est-à-dire, finalement, ce à quoi on accorde le moins attention, parce que ce sont des présences invisibles. C'est du visible invisible. Une ombre, ça se voit, ça ne se touche pas. Un écho, ça s'entend, ça ne se touche pas. Un reflet, ça se voit, ça ne se touche pas. Quelque chose qui perd sa matérialité alors même qu'elle est là. Bref, d'un mot, Mansour nous en dira peut-être beaucoup plus, et vous en direz encore beaucoup plus. L'opportunité des études littéraires se trouve complètement ouverte avec ces dimensions de brachylogie, avec cette brachylogie à laquelle on nous invite de réfléchir, parce que si on part d'un modèle de quelque chose qui est au départ, qui serait tout petit en lui-même, qui serait une forme d'archétype, on tombe vraiment dans l'archétype au sens d'euridien, là, quelque chose qui émerge, une forme d'émergence, quelque chose de séminal, comme le sperme finalement, qui à partir de quoi se construit tout un être. Le liquide séminal, tout petit, et à partir de là, on voit tout un homme qui naît après, 90 kilos, 1m90, etc. Bref, les directions sont multiples. Je ne les citerai pas, je ne peux pas m'autoriser à les citer, je ne suis pas spécialiste de la question. Je me réjouis simplement que cette perspective nouvelle à laquelle on nous invite nous ouvre vraiment de nouvelles pistes, et je pense que tous les séminaristes ici vont dire beaucoup de choses sur cette question. Monsieur le secrétaire général de l'INSAC nous avait déjà, dans son propos, nous parlait de l'ouverture de son institution pour ces genres d'activités. Nous voulons la remercier. Je conclurai mon propos par un mot donc d'ouverture aussi comme lui, d'ouverture de son espace, et moi je parlerai d'un mot d'ouverture, de déclaration d'ouverture du colloque au nom de Monsieur le Président de l'Université, Félix Houphouët-Boigny. Je vous remercie. La brachylogie, c'est de ça qu'il s'agit. Concept nouveau dans notre champ d'études en Afrique subsaharienne. Et pourtant, la question existe bien depuis belle lurette sous d'autres cieux. Cette rencontre est l'occasion pour nous, pour beaucoup, de découvrir la brachylogie et de savoir ce qu'elle a à voir avec d'autres champs d'études, quelles relations elle peut avoir avec d'autres champs d'études, et ce qui justifie la nouvelle perception d'un concept vieux en termes de nouvelle brachylogie. Le principe donc de ce colloque, c'est d'œuvrer à la mise en place en Afrique subsaharienne d'un nouveau projet, d'un nouveau champ d'investigation, d'analyse et de pensée autour d'un nouveau concept. Alors, loin de nous l'idée de vouloir déstabiliser les bonnes volontés qui voudraient s'y engager en leur imposant un nouveau concept qui pourrait s'entendre comme une nouvelle manière de penser. Car nous lisons déjà dans certains regards beaucoup d'appréhension, sinon de curiosité, qui laisse sous-entendre que beaucoup ici sont présents dans une attitude interrogative. C'est déjà un premier pas vers le fonctionnement de l'esprit brachylogique. Comme le dit si bien Mansour, l'interrogation est première, la conversation est essentielle quand on croit à la démocratie de l'intelligence. Alors, d'où nous vient donc ce nouveau concept? Quelle définition peut-on lui attribuer? Qu'est-ce qui le constitue? Comment l'approcher? Et pourquoi parlons-nous aujourd'hui de nouvelle brachylogie au lieu de brachylogie tout court? Autant de questions qui cherchent réponse dans un nouveau champ de réflexion que sont les études brachylogiques. Alors, voyons un peu cette phrase. Plus concise que laconique, et je l'espère, pas trop elliptique.
Apparemment, c'est une phrase a priori sans référence qui donne à réfléchir sur la nature de la brachiologie, qui peut s'apparenter à une tentative de définition de ce concept. La nouvelle brachiologie, puisque c'est désormais ainsi qu'on la nomme, est un champ de pensée et d'investigation intellectuelle né d'une réflexion portant sur des formes brèves et sur des microstructures. Et cela d'abord dans les textes et les discours, ensuite dans le monde où nous vivons, comme pour stipuler que tout ce qui est petit vit en nous et avec nous, dans un esprit conversationnel, et détermine notre quotidien. Ainsi, la thématique de ce colloque, esthétique et éthique de la brièveté dans les créations contemporaines, approche brachypoétique. Si cet énoncé thématique laisserait supposer que la brièveté égale brachiologie, il y a lieu de reconnaître que la brièveté n'est pas toute la brachiologie, mais juste une de ses manifestations. Faire une conférence sur la brachiologie. Je crois que le retour de Socrate et d'autres publications en ont déjà assez parlé, mais bien sûr, à la marge de tout cela, il y aura aussi propos sur la nouvelle brachiologie. L'esprit de cette conférence est de soulever certains malentendus et d'essayer de tirer au clair certaines incompréhensions sous l'intitulé « Esthétique et éthique de la brièveté dans les créations contemporaines, approche brachypoétique ». Permettez-moi de commencer par un rappel du résumé publié en haut de son argumentaire. Je cite, « Ce colloque vise à montrer que la brièveté, forme de représentation et de configuration possible de la brachiologie, est très en vogue dans notre monde contemporain. En effet, notre monde moderne trouve en la brièveté une marque de modernité, d'où son emploi dans presque toutes les créations contemporaines pour mettre en exergue non seulement une esthétique, mais également une éthique. Ainsi, il se donne à lire comme la justesse dans la création, dans un esprit conversationnel, tel que prôné par la nouvelle brachiologie, qui voudrait que toutes les microstructures conversent en nous et avec nous. » Fin de citation. Il est aisé de constater dans cette présentation concise la tendance à interroger l'articulation de la brièveté à la nouvelle brachiologie, et particulièrement à son volet brachypoétique, sans omettre de signaler la possibilité d'interroger le cheminement analytique de Gérard Dessand vers la voie juste. Un souci d'autant plus louable que des confusions demeurent et des malentendus persistent, marqués essentiellement par deux attitudes qui, pour être explicables, n'en demeurent pas moins préjudiciables à une juste perception de la définition de la notion de brièveté et de celle du concept de nouvelle brachiologie, à la fois dans ce qu'elles ont de spécifique et dans ce qui permet leur croisement réciproque. On peut présenter ces deux attitudes de la façon suivante. La première se concentre sur une application mécanique des analyses classiques, rhétoriques ou stylistiques pour la plupart, des figures de la brièveté ou des formes brèves, en les cataloguant dans la catégorie des approches brachypoétiques, comme en classé d'autres, selon le cas, dans les approches thématiques, psychocritiques, sociocritiques, structurales, poétiques, intertextuelles, etc. Ce réflexe est on ne peut plus explicable dans cette étape d'approfondissement, d'élargissement et d'ancrage de la nouvelle brachiologie, grâce à un examen critique persévérant, allant jusqu'à l'affinement des définitions lorsque le besoin s'en fait sentir. Disons que cette attitude serait celle de la maxime qui dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ».
Et ma foi, la recherche, c'est bien du forgeage, mais non de la forgerie. La seconde attitude se situe à un autre niveau de la perception des notions et des concepts, essayant de les penser de façon intrinsèque pour tenter d'en saisir l'essence et la consistance et d'en démêler les imbrications réciproques, tout en tirant au clair les formes possibles de leur conjonction, de leur croisement et de leur divergence. Cette attitude peut conduire certains inconditionnels des pensées séculaires à des obstinations qui bloquent tout effort de conversation et toute tendance à l'innovation. Mais dès qu'elle s'installe dans l'esprit de conversation, respectueux de toutes les idées, elle devient constructive et aide tout le monde à avancer. C'est dans cette dernière perspective que j'essaierai d'inscrire mon présent propos, comme j'ai essayé de le faire depuis l'initiation en 2012 du concept de nouvelle brachylogie, en précisant que j'y étais parvenu par l'étude des formes brèves et par la réflexion sur les questions de brièveté. Peut-être cette entrée par la brièveté, pourtant inévitable, a-t-elle conditionné l'application mécanique d'approches classiques ramenées au nouveau concept de brachylogie, c'est-à-dire la première attitude ci-dessus expliquée. Mais cela a assurément suscité aussi certaines discussions et autres critiques sur l'intelligence de la notion de brièveté dans la dynamique du nouveau concept, la nouvelle brachylogie. Pour essayer de dissiper certains de ces malentendus qui résistent aux conversations précédemment conduites à d'autres occasions et dans d'autres lieux, et aux explications développées dans le livre de base du concept, en l'occurrence le retour de Socrate, j'essaierai ici de revenir, quitte à sonner du déjà dit parfois, sur les points les plus névralgiques de l'échange intellectuel concernant le sujet de notre réflexion. Il y en aurait au moins 3 qui nécessiteraient une halte explicative et qui seraient les suivants. La notion de brièveté, la notion de minorité et le concept de nouvelle brachylogie. De la notion de brièveté. Il importe sans doute de rappeler que la vraie réflexion théorique sur les formes brèves du discours s'est particulièrement développée au cours du dernier quart du XXe siècle. Dans ce cadre, le livre d'Alain Montandon, Les formes brèves, publié en 1992, reste une référence incontournable. Gérard Descamps, qui avait publié en 1991 un article sur la notion de brièveté et qui a continué de réfléchir sur la question, déplore en 2015 l'absence d'une réflexion sur les enjeux théoriques impliqués par l'idée de bref. Fin de citation. Et rappelle que la notion de brièveté, qui est donc dans son esprit, le nôtre aussi, l'idée du bref, je le cite, est devenue dans la seconde moitié du XXe siècle une composante majeure de la critique littéraire sous la forme d'une nouvelle catégorie générique, la forme brève. J'y reviendrai. Ainsi, au bout d'un travail sur la brièveté long de plus d'un quart de siècle, se concentrant sur l'histoire de la notion, inévitablement à partir de ses formes et sur la fâcheuse confusion entre le bref et le court, Gérard Descamps se propose de suppléer, remplacer, à ce manque ou à cette déformation dans son livre La Voie juste, par la notion de justesse, en rapport étroit avec la pensée de Platon en la matière. Je cite Descamps, l'exact, le juste comme éthique du bref. Nous allons revenir à cette question. C'est à se demander pourtant si cette démarche ne cherche pas à occulter la notion de brièveté et tous ses enjeux théoriques au profit de la notion de justesse, même si l'auteur s'en défend en précisant, je le cite, l'approche du bref n'est pas la recherche d'une moyenne. L'auteur est déjà sensible au risque critique de prendre la justesse pour un juste milieu, mais cela constitue un autre débat qui sort du cadre de notre réflexion aujourd'hui. Je précise quand même, pour mon propos sur la nouvelle brachylogie, que le livre d'Alain Montandon sur les formes brèves, malgré son importance dans l'histoire de la réflexion sur la brièveté, n'évoque ni la brachylogie, ni Socrate, ni Platon d'ailleurs. Et même Aristote, il n'est évoqué qu'à 4 reprises,
page 25, 54, 79, 114, de façon latérale à propos de gnomes, d'aphorismes, de fragments et d'énigmes. C'est que son approche, il le dit lui-même, je le cite, un rapide parcours, n'était ni de l'ordre de la rhétorique, ni de celui de la philosophie. Elle se plaçait au niveau de la question des genres et de son rapport à la notion de forme. Dans sa conclusion, on retiendrait surtout que la brièveté pouvait être soit de circonstance, soit le résultat d'une condensation ou d'une réduction, soit la manifestation d'un refus des formes établies. Puis, en guise d'ouverture et d'élargissement de la problématique, Alain Montandon ajoute, je le cite, « La forme brève détourne, contredit, oppose et ouvre une alternative au système en place. » Ce qui nous paraît particulièrement intéressant dans cette approche, c'est que sa perspective n'a pas exclu des ouvertures possibles à partir de la notion de base de la brièveté, elle en a même suggéré certaines, tout en restant dans un esprit de précaution imposé par le caractère incoratif de son travail. Mais pour situer mon concept, toujours en élaboration à mon avis, par rapport à ces questions controversées, il me paraît important de préciser que je ne m'inscris pas dans une réflexion théorique sur la notion de brièveté, mais dans une exploration de sa pratique littéraire ou autre, malgré l'objection de Gérard Desson, je le dirais, qui me pousse, après m'y avoir conduit, à plus d'approfondissement du concept de nouvelle brachylogie. N'empêche que la pertinence de la distinction entre le bref et le court ne m'a pas échappé, puisque déjà entendu dans la plupart des textes critiques de Desson, de Montandon et de Roukoumowski. Et n'a pas été négligé dans mon développement, comme cela paraît dans le retour de Socrate aussi, à propos de genre et forme, deux catégories auxquelles j'ai préféré, dans ma démarche de conceptualisation, la perspective d'une poétique de la brièveté, où j'ai croisé, non sans quelque distance, la manière brève de Gérard Desson. La distance résiderait, sauf erreur de ma part, dans le fait que Gérard Desson restreindrait sa manière brève au discours littéraire, alors que dans mon esprit, la poétique de la brièveté serait analogiquement extensible à une esthétique et une éthique de la brièveté qui n'est pas forcément la justesse dans le cadre conceptuel de la nouvelle brachylogie. D'où l'intérêt de ce colloque, effectivement, et la pertinence de la démarche. Ainsi, la poétique de la brièveté prend bien des formes brèves comme un cadre privilégié de sa manifestation, mais n'en fait pas un cadre exclusif et s'intégrerait alors dans ce que nous avons baptisé une pratique brachylogique. Comme souligné dans le même livre de Socrate, il a été procédé par nous à une analyse des formes brèves et de la poétique de la brièveté, des points de vue qui permettent de mieux les distinguer pour mieux percevoir leur complémentarité et pour mieux percevoir la richesse de leurs implications extra-littéraires. C'est d'ailleurs pour cela que la perception la plus fâcheuse de la brachylogie, comme j'essaie souvent de m'en expliquer, est ici encore, me paraît être celle conduisant un lien de systématisation synonymique entre brièveté et brachylogie. Celle-ci étant un cadre d'élargissement, la brachylogie, et de dépassement du champ d'exploration de celle-là, la brièveté, au-delà des limites du littéraire. Une option sur laquelle Gérard Desson resterait sceptique, car considérant, je le cite, que la brièveté est exclusivement une question de langage et ne saurait être appliquée à d'autres domaines d'expression. Or, si l'on part de la définition, sans doute partagée, de la brièveté comme l'idée du bref, selon les termes mêmes de Desson, force est de reconnaître que le bref se réduit à une petite durée ou à une concision de l'expression. Le court serait alors abusivement synonymique du bref, quelle qu'en soit la fréquence de l'usage. Cependant, force est de préciser que la confusion est inhérente au langage lui-même, où la spécification du bref comme mesure de temps et du court comme mesure d'espace et donc de distance et de longueur devient quelque peu obsolète
lorsque les deux mesures interviennent simultanément. De là, sans doute, ce que Gérard Descamps appelle la bivalence du terme brièveté, qui sert de substantif aux deux adjectifs bref et court. Cependant, des expressions comme faire court, couper court, un court moment et autres formules donnent à penser, surtout le célèbre vers de Baudelaire dans le Quignan, l'art est long et le temps est court, au-delà même des enjeux de traduction de l'aphorisme d'Hippocrate autour de bref et court. D'ailleurs, l'utilisation par Descamps de l'expression néologique la courtesse de la brève à propos des brèves médiatiques pose le même problème. Autrement peut-être. Tout cela pour dire ceci, autant la réflexion gagnerait à porter sur la différence entre les deux mots bref et court, autant il serait méthodologiquement malencontreux de négliger ce qui conditionne leur rapprochement par ce qui est partagé entre ces deux idées et qui autorise au besoin leur prise en considération dans un même paradigme. Reste maintenant à se demander jusqu'à quel point on peut adhérer à l'affirmation de Gérard Descamps selon laquelle la brièveté est exclusivement une question de langage et ne saurait être appliquée à d'autres domaines d'expression. Cette affirmation, elle est contenue dans la lettre adressée par Gérard Descamps et à moi-même à Moussa et à moi-même, adressée par Gérard à nous deux, lorsque Moussa lui a demandé de faire partie du conseil scientifique de ce colloque. Je rappellerai ici la citation de Descamps concernant le regain d'intérêt pour la brièveté dans la critique contemporaine. Il dit « le retour sous la forme d'une nouvelle catégorie générique, la forme brève ». À ce propos, je reconduirai l'opinion déjà développée dans d'autres textes que la forme brève ne constitue pas une nouvelle catégorie générique, je suis désolé, mais une reconsidération de l'ancienne catégorie aristotélicienne des genres mineurs, à propos desquels j'ai pu conclure ceci dans le Retour de Socrate: le genre majeur ne serait qu'un stade de stabilisation de certaines règles de gestion de la production textuelle, s'imposant comme tel après une plus ou moins longue traversée du disert de la minorité. Fin de citation. Et c'est cette association des formes brèves, et pas seulement d'ailleurs, à l'idée de minorité qui m'a paru pouvoir élargir la question à d'autres notions similaires, bien que non identiques, comme la petitesse et la microstructure en général. L'idée centrale est de construire un paradigme où se construisent et s'associent les dénominateurs communs de ces notions pour les intégrer dans une pensée aussi cohérente que possible, me semble-t-il, à même de répondre à une attente ou à une prospection adaptée aux conditions de l'existence, les conditions actuelles assurément, mais pas seulement. En fait, historiquement, la plupart des gens s'accordent sur la perception péjorative du petit et du mineur. Une perception qui n'en affecte pas moins le bref et le court, comme j'ai essayé de le montrer dans le Retour de Socrate. Mais l'évolution de l'intelligence humaine et les progrès scientifiques et technologiques réalisés obligent aujourd'hui à une reconsidération des choses. Peut-être dans l'esprit d'une revanche du petit, l'expression est de Gérard Descamps, sans doute avec un peu d'ironie, peut-être, selon la formulation donc de Descamps, qui la considère comme une utopie du court. Qu'on me permette cependant de citer ici certains intervenants dans le colloque Le Grand et le Petit, dont la publication en 1992 est dirigée par Alain Montandon lui-même, et où Hubert Reeves note, au début des actes, les deux infinis se touchent et se fertilisent, laissant entendre que dans la science comme ailleurs, le rapport du grand et du petit devrait se débarrasser de toute hiérarchisation de leurs valeurs respectives, de façon à les considérer l'un et l'autre dans un statut d'égale importance et d'utilité équivalente. De leur côté, Saint-André et Boyer s'attaquent en médecins à l'éducation en rapport aux notions de grand et petit et soulignent ceci: si l'enfant, le petit, est tantôt le modèle réduit d'un préformisme familial, tantôt le lieu vierge où se jouerait l'inconscient des parents, l'enfant c'est aussi l'imprévisible, un caprice qui échappe au grand et lui rappelle
le possible échec de son projet éducatif comme celui de tout déterminisme abusif. Sans doute, les disciplines comme la pédagogie ou les sciences de l'éducation gagneraient-elles à prendre comme base une telle reconsidération? Par ailleurs, à y voir de près, on peut trouver ici une analogie avec ce qui a été ci-dessus noté à propos des genres majeurs et genres mineurs dans la littérature des arts. Le mineur est peut-être autrement majeur et peut-être autrement fondateur du majeur. Vous imaginez les implications dans toutes les ségrégations, dans tous les racismes, dans tous les comportements inégalitaires que nous avons vécus. Je ne m'attarde pas sur l'impact éthique et ontologique des nanotechnologies dans ce même état d'esprit, ni sur les enjeux à double tranchant de ce qu'on appelle la gestion de proximité en économie, en entreprise, etc., car cela a été suffisamment développé dans le retour de Socrate. Ce sont ces analogies et ces rapprochements qui justifieraient le paradigme d'ensemble sur lequel nous bâtissons le concept et la pensée de la nouvelle brachylogie. Nous ne refusons pas à Gérard Dessand ou à quiconque d'autre de se concentrer sur la notion de brièveté en termes de théorie répétitive de la définition de la brièveté. Mais nous ne voulons pas aussi qu'on nous interdise de l'enrichir et de l'élargir à des concepts beaucoup plus, à notre avis, beaucoup plus générateurs d'idées nouvelles et innovantes dans notre société actuelle. Et c'est à la rencontre donc du préjugé dépréciatif à l'égard de la petitesse dans toutes ses formes, avec le potentiel créatif et innovant qui est concentré dans sa condensation, que l'idée de la nouvelle brachylogie m'a interpellé et m'a conduit à retrouver sa désignation et son germe intellectuel dans une reconstruction relative et partielle de la pensée de Socrate à partir de la littérature qui le prend pour objet. Rappelez-vous que dans le monde moderne, on nous dit que par la microbiologie et la nanotechnologie, nous sommes en train de redécouvrir l'univers, le cosmos. Ce sont ces microstructures qui maintenant nous habilitent à avoir une meilleure intelligence du cosmos. Finalement, le troisième concept donc de nouvelle brachylogie, je viens. La nouvelle brachylogie se définit d'abord comme un concept inspiré de la notion de brachylogie telle qu'elle est esquissée dans la pensée socratique, notamment dans les premiers dialogues de Platon, particulièrement Protagoras et Gorgias. Je pense, j'ouvre une parenthèse, que Socrate a été condamné à mort pour ça. Parce que l'idée centrale de sa perception de la brachylogie, fondée sur l'esprit de conversation, j'y reviens, elle ne peut pas aller avec la crise de la démocratie athénienne en ce temps où elle se fondait sur le pouvoir de la rhétorique dans l'agora, sur ce que dit Protagoras lui-même, je dois être capable de convaincre même de ce qui est faux. Or, ce n'est pas ça la vérité pour Socrate. D'où Socrate ne pouvait plus avoir de place dans la société athénienne. Protagoras lui-même a eu un problème avec la société athénienne. Et vous savez que dans ce cas de figure, parce qu'il y a dérangement du système, le jugement, c'est soit de quitter Athènes, soit de subir la mort. D'ailleurs, en prenant le poison. Eh bien, Protagoras, en bon sophiste, il est parti. Socrate a accepté la mort pour que sa mort serve à quelque chose, pour que sa philosophie demeure. Et ce n'est peut-être pas un hasard si en 1912, la même année où a été lancé le concept, sans que je le sache, en Grèce, on a réhabilité Socrate par un procès. On a refait le procès Socrate en Grèce, de Socrate en Grèce. Donc la nouvelle brachylogie est une pensée du monde dont le pilier central est l'esprit de conversation. Et l'idéal éthique est la démocratie de tous et non d'une simple majorité. Une démocratie de la conversation et non de la démagogie, de l'éloquence et de la manipulation des foules par le pouvoir de la parole. En effet, la conversation a pour fondement l'équivalence de statut pour tous les interlocuteurs
et l'égalité de droit pour tous à la conception et à la participation. De là, la nécessité de revoir les connotations péjoratives de minorité, de petitesse et autres termes du même paradigme. De là aussi le besoin pour chacun de voir dans l'autre non celui qu'il faut convaincre à tout prix d'une idée arrêtée, mais un miroir à même de renvoyer à soi le sens de la remise en question de cette idée de départ et la conviction de la relativité des vérités. De là également l'intérêt pour la brièveté comme condition de bon déroulement de la conversation, de par le respect qu'elle impose dans l'interaction entre les interlocuteurs. Ainsi conçue, la nouvelle brachylogie est l'art de la création discursive et la science analytique des discours produits, la brachypoétique, grâce au préfixe brachy, court, s'entendrait ici comme la poétique des discours brefs et des textes brefs, mais non pas pour leur effet rhétorique, mais simplement pour voir jusqu'à quel point ils sont en train de chercher à instaurer ou à interpeller la dynamique de la conversation à l'intérieur du discours même, la poétique conversationnelle. Quand j'analyse un texte à partir de sa brièveté, ce n'est pas pour montrer qu'il y a du bref. Et alors, le bref peut être utilisé dans un objectif rhétorique. C'est pour montrer que le bref dans ce texte-là est utilisé pour susciter la conversation, la remise en question de la vérité, l'interrogation philosophique et ontologique. C'est comme ça qu'il devient brachylogique. Sinon, il reste un bref rhétorique. Si l'on part ainsi conçu, la nouvelle brachylogie construit autour de son concept de base un champ de réflexion, d'étude et de recherche à deux faces, la brachypoétique et la brachylogie générale, toutes deux perçues comme les deux pages d'une même feuille, donc inséparables et complémentaires. Si l'on part de l'idée que la poétique est l'art de la création discursive et la science analytique des discours produits... Non, ça je viens de le dire. Excusez-moi, je suis dans la répétition. Donc, c'est là où je vais rejoindre mon ordinateur, parce que là, c'est un état infini, plutôt non fini du texte. Alors, je finis, enfin, je passe directement à une conclusion, et vous allez peut-être, ça va peut-être vous amuser un peu. Donc, de son côté, la brachylogie générale s'appliquera à chercher la tension conversationnelle dans tous les secteurs de la vie, activant ainsi une logique interdisciplinaire inéluctable et mettant en valeur l'essence de l'interaction généralisée en tant que mode spécifique de la conversation entre les êtres, les objets et les choses. Pensons à ce que cela apporterait pour une nouvelle conscience et une autre intelligence de nos rapports à l'environnement, par exemple. Qu'est-ce qu'en fait la conscience de l'environnement? Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher en pétinant une petite plante, par exemple, de décor. C'est être incapable de concevoir une conversation avec cette plante. Être incapable de saisir l'apport ou l'enrichissement que peut apporter cette plante. Non seulement par sa présence, mais peut-être par l'interrogation qu'elle pose en moi, par l'incitation qu'elle m'invite à revoir certaines choses et certaines vérités. Et par analogie avec l'intérêt pour la brièveté dans la brachypoétique, l'intérêt pour les microstructures de toute nature prend une valeur centrale parce qu'il fragilise les critères anciens de hiérarchisation des valeurs, des forces ou des pertinences. La valeur n'est que relative. Il n'y a pas de valeur absolue à accorder à tel ou à tel. De là, l'intérêt qu'on trouverait alors dans tout ce qui relèverait de la biotechnologie, comme je le disais, de la technologie et autres sciences analogiques. En guise de conclusion, je finirai par 2 paragraphes de synthèse que j'ai baptisés « La nouvelle brachylogie pour l'usage commun ». Le principe de base de la nouvelle brachylogie est l'esprit de conversation, qui est un préalable à toute conversation effective, méritant bien son nom. L'esprit de conversation se caractérise d'abord
par une hospitalité interactive à l'opinion d'autrui et une prédisposition de soi à relativiser ses vérités et à réviser son opinion à l'épreuve des vérités et de l'opinion d'autrui. Pour ce faire, on ne peut manquer au respect d'autrui et de son droit égalitaire à contribuer activement à la vision des choses. Et l'une des marques essentielles de ce respect réside dans la brièveté de la parole qui, en tant que telle, permet à l'autre une meilleure écoute et une meilleure compréhension, ainsi qu'un temps suffisant pour élaborer sa contribution à la conversation. Ainsi, l'étude du langage et de ses produits se donne pour objectif de mettre en évidence et d'analyser la dimension conversationnelle du discours étudié, la brièveté étant une des composantes de cette analyse. Ainsi perçue, la conversation ne saurait se confondre avec une acception péjorative qu'on tend à lui donner. Ce n'est que de la conversation, dit-on parfois, et se distingue nettement de la notion de dialogue, de plus en plus en rupture avec son emploi originel, où le préfixe du temps de Socrate et de Platon de dialogue, c'était le préfixe dia, qui signifie transversalité de la parole transversale. Or, par abus de rhétorique, il est devenu di et non pas dia pour s'associer plutôt à l'idée d'un duel discursif où il s'agirait de trouver un argument à tout pour avoir gain de cause. On voit bien que dans ce dernier cas, c'est la manipulation rhétorique pour le pouvoir, tandis que dans le premier cas, on est dans un processus plus conforme à l'idéal démocratique où chacun se prévaudrait de son droit à la parole, à la décision et à l'action. C'est ce qui nous situerait à un niveau de perception plus général où toutes les relations dans l'univers, êtres et choses confondues, sont perçues dans leur dynamique conversationnelle et dans l'intelligence attirée de leur interaction. Je vous remercie.